Merci. Monsieur l'abbé, vous avez la parole pour 1 heure. Merci, merci Laure. Je suis très heureux de venir toujours dans cet institut catholique, cette université catholique, si on voulait être précis, qui est chère à mon cœur. Donc merci. Alors en effet, je remercie Philippe Hérault, hein. C'est si en effet le temps est doux, c'est que nous allons aller au cinéma. Et je ne vais pas essayer de faire monter votre désir en vous parlant de films, je vais aussi vous montrer pas des films entiers, mais des extraits de films, bien sûr. Alors, trois petites remarques introductives, très rapides. La première, c'est que je vais parler de cinéma, non pas d'un point de vue technique ou artistique, d'ailleurs, je n'ai pas de compétences dans le domaine, mais d'un point de vue philosophique ou théologique. Aujourd'hui, c'est tellement passé dans la culture, il y a tellement d'ouvrages dans le domaine que je n'ai plus besoin de défendre cela, le fait que, que le cinéma est un matériau qui peut s'interpréter philosophiquement, ça nous parle de l'être humain. Je pense notamment aux très beaux travaux de Stanley Cavell, l'américain, qui sont traduits en français. Deuxième point, non seulement je vais vous parler de cinéma et vous le montrer, mais vous montrer des blockbusters, c'est-à-dire des films à succès. Même si, on parlait avec Jean-Noël, c'est vrai qu'on aimerait citer en effet les grands classiques, hein, Wells, Kubrick, etc. Ça ne fait pas partie de la culture aujourd'hui. Or, nos films de cinéma, grand public, euh, parlent du mal, ne parlent d'ailleurs, c'est vraiment un des thèmes centraux. Et j'irai plus loin. Je vais oser, vous me critiquerez après, hein, j'oserais un parallèle. De même qu'il y a un sensus fidei, et c'est une donnée dont parle le Concile Vatican II, je pense qu'il y a un sensus cinématographié. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a mis 300 millions de dollars, parce que ça arrive, hein, qu'on met 300 millions de dollars dans un film, que le film aura du succès. C'est pas l'argent, ni le côté spectaculaire. Le spectateur a le sens de l'histoire. Et un film, même s'il est très spectaculaire, s'il ne raconte pas une belle histoire, on n'y va pas, il n'aura pas de succès. Je pourrais multiplier les exemples dans ce sens-là. Donc, dans ce sens-là, un film qui a du succès, pour moi, ça a du sens. Pas le film dire qu'il va être vu par 10 personnes, ou comme, contrairement à ce que certains critiques pourraient dire. Et le troisième point, c'est justement, je ne vais pas vous en parler sans justement vous le montrer. Alors, quel plan suivre? C'est là qu'on m'attend. Hein. Je pense que quand on parle du mal, on a aussitôt en tête la première dialectique concrète qu'il y a dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel, qu'on connaît tous au moins de nom, sa dialectique de maîtrise et de servitude. Hein. Hegel a bien sûr vu quelque chose de génial, Marx l'a bien compris. Ce qu'il n'a pas vu, c'est très étonnant, c'est que l'humanité est bien meilleure que ce qu'il peut croire parfois. C'est-à-dire que dans l'humanité, il n'y a pas que des bourreaux, il n'y a pas que des méchants et que des victimes. Il y a un troisième type de personnes qui est spontanément se lèvent des personnes pour guérir le mal. Et en réfléchissant ce matin, je me dis, il va falloir dédoubler la figure qui guérit le mal et qui soigne le mal, à savoir qu'il y a d'un côté ceux qui rendent justice, autrement dit, ceux qui luttent contre le mal comme mal. Et quatrièmement, si on dédouble cette figure, il y a ceux qui non seulement luttent contre le mal, mais ceux qui promeuvent le bien. Donc il y a quatre figures. Le bourreau, la victime, le justicier et le sauveur. Ça rappelle un certain triangle inventé par un psychiatre californien, Stephen Karpman, sauf que si vous le connaissez, je l'enrichis d'une quatrième figure. On n'est pas là pour faire la psychologie, je ne peux pas rentrer dans le détail, je répondrai aux questions s'il y en a après. Alors avant même, pardon, une deuxième petite introduction, si parler de mal au cinéma, c'est problématique, c'est aporétique, pour trois raisons. La première, c'est que le mal, traditionnellement, Chantal parlait tout à l'heure, en effet, le travail sur Saint Augustin. Saint Augustin a hérité des Grecs le fait que le mal est une privation, autrement dit une absence. Or, le cinéma nous montre une présence de personnes. Donc, de prime abord, si on voulait parler de mal, il faudrait montrer un écran noir. Ce serait quand même pas très, très, très attirant pour le public. Deuxième objection, c'est que le mal se distingue, c'est une distinction tout à fait importante, qu'on trouve ça déjà chez Platon, hein, entre le mal commis et le mal subi. Et plus que cela, Platon lui-même, le premier, disait il vaut mieux, et ça c'est pas du tout populaire aujourd'hui, il vaut mieux subir le mal que le commettre. J'ai entendu dans la bouche d'un prêtre qui disait la souffrance est le mal absolu. D'abord, il n'y a pas de mal absolu, on est bien d'accord. Et en plus, la souffrance que je subis est bien moins grave
que le mal que je commets, à savoir la faute, dont je suis l'auteur, ce qui n'est pas du tout une évidence aujourd'hui. Et troisième objection, est-ce que montrer le mal... Oh pardon, l'objection, si je continue, c'est de dire, mais si le mal le plus important, c'est le mal commis, c'est un mal intérieur, c'est un mal qui naît de la liberté, comment je peux représenter un mal intérieur? C'est pour ça qu'aujourd'hui, une des dérives de notre cinéma, c'est ce que j'appelle le spectacularisme. On aime montrer ce qui fait spectacle, ce qui impressionne, et donc finalement on donne plus d'importance au mal subi qu'au mal commis. Tous les films de slasher, tous les films aujourd'hui d'horreur qui ont beaucoup de succès et qui donnent lieu à beaucoup de franchises. Et la troisième objection, est-ce que montrer le mal, ce n'est pas y inciter? Le cas récent qu'on a vu, de cette personne qui était sur des jeux violents, hein, et donc, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une déontologie du mal qui, même à la limite, interdirait de montrer le mal, etc. Donc, vous voyez, pour toutes ces raisons, le mal est problématique. Alors, passons en revue, ça va répondre à nos objections, ces 4 figures concrètes du mal. Et d'abord, en effet, le mal commis. Alors, si vous tapez sur Google, alors c'est intéressant de voir que déjà, on va répondre à la deuxième objection. Bien évidemment, le cinéma, c'est pas un discours de philosophie, c'est pas un discours abstrait, même si la philosophie est parfois concrète, c'est une narration. Si je prends l'expression de Gilles Deleuze, qui a écrit ces 2 livres célèbres, hein, Image-temps, Image-mouvement, le cinéma, c'est de l'image-mouvement, même c'est de l'image-son en mouvement. C'est du concret, donc on ne va pas parler de mal, on va parler de quoi? De méchant. Donc ça, bien évidemment, le méchant, il est omniprésent. Et même, j'aime bien cette formule d'Orson Welles qui disait, bien paradoxal, hein, un bon film, c'est un bon méchant. Un film réussi, c'est un film qui réussit une figure de méchant. Avec cet oxymore étonnant, bon-méchant. Et vous avez remarqué, alors ça, si quelqu'un pouvait me l'expliquer, ça me passionnerait. Comment ça se fait qu'on distingue entre un bon médecin et un médecin bon, un bon avocat et un avocat bon? Le positionnement de l'adjectif permet de faire une distinction très importante, donc entre un film bon et un bon film. Cette distinction très intéressante, qui est au cœur de notre problématique sur le mal, elle peut s'interpréter philosophiquement de la manière suivante. Quelle distinction entre un bon médecin et un médecin bon? Le bon médecin, la qualification bon, est une qualification technique. C'est qu'il est compétent, en effet, il ne confondra pas un herpès avec une autre maladie de peau. Un médecin bon, c'est une qualification éthique. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette différence? Ça, je ne sais pas s'il y a un linguiste parmi nous, ça m'intéresse. En tout cas, si je googleise film plus méchant, on va tomber sur une liste où la plupart, en tout cas des jeunes, pourraient déjà nommer une grande partie d'entre eux, hein. Ça sera alors les plus classiques, ça sera le colonel Kurtz dans Apocalypse Now, ça sera Dark Vador bien évidemment dans Star Wars, ça sera John Doe dans Seven, ça sera Hans Gruber dans Piège de cristal, Hans Landa dans Inglourious Bastard, le Joker dans le Dark Knight, etc., etc. On pourrait continuer la liste. Ou Freddy Krueger dans la saga des Freddy. Et on pourrait en nommer beaucoup d'autres. Alors, avant de voir le premier film, je voudrais parler d'une première figure de méchant qui est problématique. C'est ce que j'appelle la tentation déterministe. La tentation déterministe, c'est quoi? C'est la tentation d'expliquer le mal. L'exemple par excellence, que je trouve totalement détestable, même si je crois qu'il a il a remporté un Oscar, c'est le film Joker de Todd Phillips. Peut-être qu'en effet, je vais désacraliser un film que certains aiment. Je trouve ce film totalement insupportable. Joker, c'est dans la grande saga Batman, c'est le méchant par excellence. Et c'est un méchant, on le verra tout à l'heure, on verra que c'est une figure particulièrement diabolique. Et cette figure diabolique dans le film de Phillips, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, on va en raconter l'histoire pour en expliquer la genèse, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue sociologique, etc., etc. Et qu'est-ce qui va se passer? À la fin, on va tellement expliquer qu'au début du film, on voit une espèce de gentil qui un jour devient méchant. Alors déjà, en faisant ainsi,
on excuse totalement le mal. En expliquant tout, on excuse tout. Et surtout, on perd, ce que disait très bien Chantal tout à l'heure, le cœur même de la question du mal, qui est un mystère, à savoir la profondeur même de la liberté qui, mystérieusement, en effet, décide de poser un acte mauvais. Et c'est intéressant de voir que le grand moraliste d'Hollywood, vous savez, celui qu'on appelle moraliste d'Hollywood, vous savez, les jeunes, qui est celui-là? C'est Christopher Nolan, que vous connaissez bien, Christopher Nolan. Hein. On va voir un extrait de film de lui tout à l'heure. Quand il a regardé ce film, hein, le Joker, il a dit la chose suivante. Si vous regardez Hannibal Lecter, hein, donc Le Silence des agneaux, plus vous expliquez d'où il vient, moins intéressant il devient. Que c'est intéressant ça. Dans le premier film de Michael Mann, où il est juste assis dans sa cellule à débattre sur la psychologie des tueurs en série, il est terrifiant. Puis, plus la saga avec Lester s'agrandissait, plus on en découvrait sur les origines du docteur pour devenir quelqu'un de normal, donc de moins intéressant. Donc ça, c'est tout à fait capital. Hein. Quand on voit les tentations de préquels aujourd'hui qu'on a pour voir d'où vient le mal, finalement, on l'annule. Alors, on va voir une première figure, là, par contre, qui ne tombe pas dans ce travers. C'est tiré d'un film qui date quand même de 95, mais qui fait quand même partie des films cultissimes, hein, Usual Suspects, de Bryan Singer, hein, figure tout à fait intéressante, où le méchant s'appelle Kaiser Soze, c'est un nom impossible. Hein. Et donc, il va en effet commettre des meurtres assez atroces et qui fascinent tout le monde et inquiètent tout le monde. On va regarder un petit extrait parce que cette fascination, d'où vient-elle? Et on va voir celui qui l'explique. Hein. Alors, là, c'est la grande crainte. Est-ce que ça va marcher? On espère. Mais qui est Kaiser Soze? On sait très peu de choses. Peut-être qu'il est turc. D'après certains, son père était allemand. Et personne ne croit vraiment qu'il existe. Car personne ne l'a jamais vu. Et jamais personne n'a bossé pour lui directement. À croire ce que Kobayashi disait, n'importe qui peut bosser pour Soze. On n'est jamais sûr. C'était tout son pouvoir. Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Mais il y a une histoire qu'on m'a racontée, une histoire que moi je crois, qui s'est passée quand il était en Turquie. Il y avait une bande de Hongrois qui voulaient leur propre organisation. Ils avaient pigé que pour prendre le pouvoir, il n'y avait pas besoin de flingues, ni de pognon, ni d'être nombreux. Il suffit de la volonté d'oser faire ce que les gars d'en face n'oseront pas. Au bout d'un moment, ayant un peu établi leur réseau, ils s'en sont pris à Soze. Lui débutait à l'époque, il trafiquait de la dope à Ankara. Les Hongrois débarquaient dans sa baraque un après-midi pour lui piquer son territoire. Ils n'ont trouvé que sa femme et ses gosses à la maison, ils ont décidé de l'attendre. En rentrant chez lui, Soze trouve sa femme violée et ses enfants hurlant de peur. Les Hongrois savaient que c'était un dur, qu'il fallait pas rigoler avec lui. Ils lui ont montré qu'ils n'étaient pas là pour plaisanter. Ils lui ont dit qu'il voulait son territoire et tout son business. Soze a regardé lentement le visage des membres de sa famille. Ensuite, il a montré à ses hommes volontaires ce que c'était la véritable volonté. Il leur a dit qu'il préférait voir toute sa famille morte à ses pieds plutôt que de céder à leur chantage. Il a laissé repartir le dernier Hongrois. Il a attendu que sa femme et ses enfants soient enterrés, alors il s'occupait du reste de la bande. Il a buté leurs mômes, il a buté leurs femmes, il a buté leurs parents et les amis de leurs parents. Il a foutu le feu à leur baraque et au magasin où ils bossaient. Il a buté des mecs qui leur devaient du fric. Et là-dessus, il s'est envolé dans la clandestinité et personne ne l'a revu depuis. C'est devenu un mythe, un genre de père fouettard dont les malfrats parlent à leurs gosses le soir. Fais gaffe, si tu balances papa, Kaiser Soze viendra te chercher. Personne ne croit vraiment qu'il existe. Et vous, personnellement, vous y croyez? Keaton répétait tout le temps « Je ne crois pas en Dieu,
Mais j'avoue qu'il me fait peur. Oui, bien, moi je crois en Dieu. Et la seule chose dont j'ai peur, c'est Kaiser Soze. Et vous? Alors, il y a plusieurs traits qui caractérisent Kaiser Soze, hein. Il commet le mal le plus destructeur, puisqu'il tue, hein. Il le commet vis-à-vis des êtres les plus innocents et même les plus chers, sa famille. Troisièmement, hein, il commet une espèce de mal maximum. Les Romains parlaient de la damnatio memoriae, il détruit tout, hein, la personne et tout l'entourage, afin que le mal lui-même disparaisse. Et ce qui est le plus terrifiant pour nous, il le commet froidement. Il n'a aucune espèce, on dirait en psychologie qu'il est alexithymique, hein. Il n'a aucune espèce de sensibilité au mal. Voire, il incarne le mal au point même qu'on le compare au diable. Et c'est ça qui fascine le plus le réalisateur du film, hein. C'est le fait que ce mal est caché, hein. Personne ne l'a jamais vu, hein. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Et si vous n'avez pas vu le film, je ne vais pas vous raconter ce qu'on appelle le twist final, qui est tout à fait stupéfiant et qui véritablement incarne ce qui est dit là. Néanmoins, ce n'est pas une figure totalement diabolique. Parce que, pourquoi? Pour une raison très importante. L'effet principal de Kaiser Soze, c'est quoi? Il le dit lui-même, c'est d'engendrer la peur. Or, si vous avez entendu ce qu'on a dit tout à l'heure, la peur, c'est un mal subi par rapport au mal commis. Donc, on se centre sur un mal moins important. Or, il y a bien plus grave que cela. Deuxième figure du bourreau. Vous savez ce que j'appelle le justificateur, c'est la personne qui va pas seulement se dissimuler comme Kaiser Soze, beaucoup plus malin, il va cacher le mal derrière le bien en justifiant le mal qu'il fait par un discours tellement bon qu'à la limite on pourrait y adhérer. Et là encore pour l'illustrer, tout de suite, nous allons prendre une des figures les plus terrifiantes dans toute la série, ce qu'on appelle le cycle d'infinité, les 27 films du cycle d'infinité dans les DC Comics et dans les Marvel aussi, hein, c'est le croisement des deux. La figure la plus terrifiante, vous la connaissez, c'est Thanos, le titan fou, hein. Et on va voir le discours que le titan fou, ça, on va dire que ça parle aux jeunes, ça parle moins aux jeunes générations. Si je vous parle de ces films, mes amis, écoutez-moi, ce sont des films, tous qu'ils ont fait entre 1 milliard et 2 milliards de chiffre d'affaires sur la planète, ils ont tous été vus par des centaines de millions de personnes. Donc ils font partie de la pop culture aujourd'hui, et c'est ces figures elles-mêmes qui nous disent ce qu'est le mal. Et de fait, il y a un travail énorme qui est fait sur cette configuration. Et Thanos, de fait, est un être totalement redoutable, totalement manipulateur. Donc, son but à lui, c'est de détruire la moitié, pas seulement de l'humanité, mais de tous les êtres vivants qu'il y a dans tout le cosmos. Et un discours qui est le suivant: le nombre de réserves est fini, il faut donc que l'humanité elle-même, ou en tout cas que les êtres vivants, soient finis. Et il le dit avec une gentillesse quasiment de Père Noël. On va le voir, ce terrifiant Thanos, le titan fou. Il parle à sa fille, Gamora. Que je vous retrouve ça, donc c'est le premier. Chaque jour, pendant près de 20 ans, Je n'étais qu'une enfant quand tu m'as emmenée. je t'ai sauvé. Non. Non. La vie était sublime sur ma planète. Se coucher le ventre vide, mendier une bouchée de pain. Votre planète était à la veille d'une catastrophe. C'est moi qui voulais éviter. Tu sais ce qui s'est passé depuis? Leurs nouveaux enfants n'ont rien connu d'autre que repas abondants et cieux sans nuages. C'est un paradis. Parce que tu as abattu la moitié de la planète. Ce n'est pas un prix exorbitant pour votre salut. Tu es cinglé. C'est un simple calcul, ma petite. Cet univers est limité, ses ressources sont limitées. Si on ne régente pas la vie, elle cessera d'exister. Elle doit être régulée. Mais qu'est-ce que tu en sais? Je pense être le seul à le savoir. En tout cas, je suis le seul qui ait la volonté d'agir.
extraordinaire ce discours justificateur, hein, qui paraît tellement logique. D'ailleurs, c'est pas un discours totalement hors réel aujourd'hui quand on voit un certain nombre de justifications écocentristes qui peuvent faire disparaître. Et voyez la grande douceur de cet homme qui en effet en plus il a élevé Gomorrah, qui est sa fille adoptive. Hein, il a l'impression vraiment qu'il fait le bien. Et avec ce qui est derrière, ce que Benoît XVI notait avec beaucoup de profondeur, il disait derrière l'idéologie, il y a une idolâtrie particulière. C'est quelle idolâtrie? L'idolâtrie du futur. Au nom des lendemains qui chantent, je peux accepter toutes les tortures du présent et je peux même accepter toutes les éliminations, tous les génocides du présent. Intéressant. L'attitude chrétienne, je le dis tout de suite, c'est au contraire, premièrement, d'honorer chaque vie, de dire jamais je ne peux justifier la mort d'un innocent. Et deuxièmement, je le vis dès le présent. Quand je maximise le futur, je peux autoriser toutes les horreurs et toutes les terreurs du présent. Et c'est le discours de Thanos. D'ailleurs, juste un autre petit extrait du même film, Remarquable Infinity War, c'est un film passionnant du point de vue à la fois du mal et du combat contre le mal. C'est un autre discours qu'il va tenir. Quand il a justement claqué des doigts, quand il a le gant d'infinité, il va claquer des doigts et donc tuer la moitié de l'humanité. Et il va retrouver cette petite fille quand il l'a élevée. Ma fille. Est-ce que tu l'as fait? Oui. Combien ça t'a coûté? Tout ce que j'avais. C'est terrifiant. Hein. Vous savez, quand on s'intéresse un petit peu de près aux personnalités narcissiques, a fortiori quand elles sont perverses, de voir l'anesthésie totale de toute conscience morale. Là, il passe pour une pure victime. En effet, en claquant du doigt, il a tué la moitié de l'humanité et lui-même a perdu ceux qui lui étaient chers, donc il fait croire que lui-même est une victime. Et donc, ça montre bien que le clivage, il est d'abord en lui. Donc, c'est une personnalité profondément diabolique parce qu'il n'a plus aucune espèce de conscience du mal qu'il fait. Il l'a totalement justifié dans un discours totalement non falsifiable. Discours que l'on entend malheureusement chez les pervers et chez même chez un certain nombre de personnes qui abusent de leur pouvoir. L'incapacité à pouvoir nommer le mal qu'elles font fait qu'on est dans un autre monde. C'est le cas là, on est vraiment dans un autre monde. Pourtant, on n'est pas encore arrivé à la figure la plus dramatique ou même la plus tragique du mal. Parce que là, en effet, il commet un mal, donc bien sûr dont il est responsable, même s'il se justifie, mais il commet un mal qui est encore un mal subi. La personnalité la plus dramatique, la plus destructrice, ça va être quoi? Ça va être celui qui va chercher pas à commettre un mal, mais à faire que l'autre commette un mal. Vous savez, c'est très frappant de voir l'erreur aujourd'hui. Il y a beaucoup de films qui paraissent sur le démon, hein, et c'est une figure fascinante. Je n'ai pas le temps de vous en montrer. Les Conjurettes, qui sont d'ailleurs plutôt bons, parce qu'en plus c'est fondé sur des événements réels, mais d'autres films aussi qui montrent des exorcismes. La grande erreur des films sur le démon, c'est qu'on montre un démon qui fait peur. Or, quand j'ai peur, je minimise, voire j'annule ma liberté, ma responsabilité. Or, le démon, ce qu'il veut, c'est me damner comme lui. Or, pour être damné, il faut que je sois libre. Donc, le démon n'a aucun intérêt, et je pense qu'en effet, Philippe, tu le montreras bien, le démon, au contraire, il a intérêt à se cacher pour maximiser la liberté, que la personne chute et qu'elle soit à ce moment-là en perdition comme lui. Et justement, les plus intelligents ont compris cela. Ils ont compris que les vraies figures démoniaques, elles font que l'autre devienne semblable au diable lui-même.
Alors, ça serait trop long de vous montrer. Celui qui le montre le mieux, pour moi, c'est le deuxième de la trilogie Batman. Je vous en montrer un extrait à la fin. C'est donc le Dark Knight. Fabuleux film, immense film, où là, la figure du Joker, regardez ce film, hein, c'est extraordinaire, il étonne tout à fait parce que habituellement, les motivations, j'y reviendrai, c'est la vengeance, ou bien la motivation, c'est le pouvoir, ou même c'est la destruction, en l'occurrence de Gotham City. Là, pas du tout. C'est quoi la motivation profonde du Joker dans ce film extraordinairement joué? C'est faire que l'autre lui-même se pervertisse. Il y a un moment, je dis, j'ai pas le temps de vous le montrer, où il va en effet mettre en joute deux ferries qui traversent avec des explosifs dans chacun des deux, et ils vont donner au moyen en disant il faut que vous détruisiez l'autre, sinon c'est l'autre qui va vous détruire. Donc il l'invite, il l'oblige par un dilemme, un pseudo-dilemme moral, à mettre l'autre dans un tel état qu'il va commettre un mal irréversible. Donc, regardez le film, je ne vous dis pas comment le dilemme est résolu, mais je vais vous montrer une autre figure, tirée là encore d'un autre film à immense succès, Star Wars. Dans la grande saga Star Wars, des 9, pour moi le meilleur, extraordinaire film, c'est le troisième, La Revanche des Sith, qui va être en fait comment le personnage mythique de Darth Vader va pervertir son âme. Comment est-ce qu'il va arriver? Donc le troisième, d'ailleurs, si vous regardez symboliquement, le début du film, c'est la chute de Satan dont nous parlait par exemple Baudelaire ou Victor Hugo. On voit la chute. C'est très très symbolique. Et arrive une scène très importante que je vais vous montrer, même si elle est brève, où un certain Palpatine, tous ceux qui connaissent Star Wars, ils savent bien qui est Palpatine. Ils savent bien que cette figure-là va se dénoncer un jour. Hein, c'est tellement important. C'est le grand pervertisseur. Et nous avons en effet Anakin Skywalker, qui est une âme passionnée, une âme déchirée, qui a en effet une histoire traumatique, mais qui reste encore un Jedi qui est bon. Et nous allons voir en effet qu'est-ce qu'il va faire par rapport à ce que je vous retrouve. Donc c'est Star Wars. Donc il vient de combattre le comte Dooku, hein, le méchant comte Dooku. Pardon, Dooku, hein, c'est mieux. Et voyez un petit peu comment Palpatine va manipuler donc Anakin. Je sens une grande frayeur en toi, Skywalker. Tu as de la haine, tu as de la colère, mais tu ne t'en sers pas. Oui, Anakin, très bien. Élimine-le. Tue-le maintenant. Je ne devrais pas. Tue-le! Tu as bien fait, Anakin. Il était trop dangereux pour qu'on le laisse vivre. Oui, mais c'était un prisonnier désarmé. Je n'aurais pas dû, c'est contraire au principe des Jedi. Juste le retour des choses. Il t'a coupé un bras et tu voulais te venger. Ce n'est pas la première fois, Anakin. Rappelle-toi ce que tu m'as dit à propos de ta mère et des hommes des sables. Remarquable. Alors, là encore, j'ai conscience que c'est très bref et ceux qui ne connaissent pas toute la saga ne comprennent pas tout ce qu'il y a, tous les attendus. Hein. Remarquable manipulation. Hein. Et donc, vous voyez que là, le grand méchant, c'est celui qui va devenir l'empereur hein, dans la deuxième trilogie, hein, qui est la première chronologique, peu importe. Hein. Celui qui va devenir l'empereur, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est que Anakin Skywalker, le futur Darth Vader, devienne comme lui. Que désormais, il est commis l'inexpiable. On sait bien ce que fait le démon aussi. Hein. Il veut vraiment qu'il commette l'inexpiable. Donc, d'un côté, il pervertit son âme en faisant qu'il commette un crime, alors que, en effet, c'est même pas seulement le code des Jedi, c'est des principes des Jedi en anglais. Hein. Donc, il va vraiment contre ce qui est le fond même de sa conscience morale en faisant ainsi. Et puis, deuxièmement, et on va le voir de manière plus claire encore dans un autre film après, en même temps qu'il pervertit son âme,
il est en train d'annuler sa conscience morale. Mais tu sais ce qui s'est passé en l'occurrence, ses parents ont été tués. Donc il est en train de lui dire, mais tu as des excuses. Donc d'un côté, il commet un mal, de l'autre côté, il anesthésie sa conscience morale pour le confirmer dans le mal. De telle manière qu'il ne pourra pas revenir en arrière. Ça, c'est vraiment une des techniques les plus terrifiantes du démon, qui fait que les personnes commettent un mal et ne reviennent plus en arrière. Alors, passons maintenant, donc on voit un petit peu, donc, vous voyez, toutes ces figures de plus en plus démoniaques et de plus en plus détruites. Passons maintenant du côté des victimes. Alors là encore, un des problèmes du cinéma actuel, cette dérive spectaculariste. Aujourd'hui, on aime montrer en détail. Tiens, si je vais vous montrer un petit extrait qui montre. Aujourd'hui, il y a un exhibitionnisme, il faut être très clair. Hein. Il y a une espèce de rencontre entre l'exhibitionnisme du cinéma et le voyeurisme du spectateur. On montre beaucoup trop. Même la première scène que vous avez vue, vous avez un peu fermé les yeux, je comprends. Et j'ai un autre extrait, j'éliminerai les passages trop durs. Ce n'est pas utile. Je vais vous montrer un petit extrait de la Strada de Fellini, où on terminera par un autre extrait, parce que c'est un film admirable justement sur le mal et sur le bien. Zampano, qui est joué par Anthony Quinn, hein, donc qui est un homme brutal, un homme violent, autocentré, en grande souffrance intérieure, mais surtout qui fait souffrir les autres. Il va prendre la charmante Gelsomina, qui est une petite fille innocente. Il va la prendre pour ses jeux de foire, mais il va aussi abuser d'elle. Et nous allons juste voir cette petite scène. Comment est-ce que, à l'époque, ce film en noir et blanc, comment est-ce que on arrive à montrer le mal sans pour autant l'exhiber? Comment tu t'appelles déjà? Di Costanzo Gelsomina. Bon, Gelsomina, bien. Thomas. Grappe, je te dis. Extraordinaire, hein? Extraordinaire manière de prendre. Bien sûr, elle vient d'être violée par lui. Tout est suggéré. Cette tristesse profonde, hein, de ce visage, Giulietta Massina qui était l'épouse de Fellini, hein, tout est dit dans ce visage triste. Alors le sourire, on expliquera pourquoi il y a ce sourire, hein, qui est un sourire rédempteur en fait. Mais à la fois, dans l'expressivité de ce visage, c'est pas la peine de montrer le mal. On en voit les effets. C'est pas la peine de montrer la cause. L'effet est là, y compris dans la symbolique même de la nuit et du fondu enchaîné au noir. On voit bien que tout ce qui est dit là est là pour évoquer ce mal qui est bien plus important que tout ce qu'on pourra en montrer et dont les ravages se font sentir dans l'âme de cette jeune femme. Là, on a des leçons à prendre pour aujourd'hui. Alors, dans les figures, en effet, du mal, dans les figures, maintenant, on n'est plus du côté de celui qui commet le mal, mais celui qui le subit. Là encore, aussi, il y a une gradation. Alors, je ne vais pas vous l'illustrer, mais une des figures quand même aujourd'hui très présentes de la pensée woke n'aide pas beaucoup. Il y a d'abord le victimaire. C'est celui qui, certes, peut avoir subi le mal, mais va faire du mal son fonds de commerce. Je suis un petit peu rude en disant ça, mais je pèse bien mes mots. Hein. Le victimaire, c'est celui qui peut-être a subi le mal, mais, et c'est ça le point important, ne veut pas en sortir. Et en effet, quand vous interrogez la personne qui l'a connue, d'abord elle dramatise, souvent c'est invérifiable, mais si vous saviez ce que soit vous n'êtes pas en moi, vous ne savez pas ce que j'ai souffert. Certes, mais est-ce qu'il y a des attestations? Et deuxièmement,
le victimaire n'est pas tourné vers la solution de son problème, il n'est tourné que vers le problème lui-même. Ça, c'est capital, parce qu'on en rencontre tous. Et donc, cette figure-là est très présente aujourd'hui, mais je ne peux pas entrer dans le détail. Je vais plutôt vous montrer une deuxième figure, c'est la victime qui va être complice. Et on va voir un film qui montre même la tactique du diable de façon assez étonnante. Ce n'est pas un film pour enfants de cœur du tout. C'est le film qui s'appelle L'associé du diable, The Devil's Advocate. C'est l'avocat du diable, mais comme il y avait déjà ce titre-là, c'est un film fantastique de Taylor Cackford, 98, avec Keanu Reeves et on va voir ici Al Pacino. Kevin Lomax est un jeune et brillant avocat qui réussit tout, hein, et qui va se faire démarcher par un des plus puissants cabinets new-yorkais qui est dirigé par un certain John Milton, Paradis perdu, on entend Milton, Al Pacino, et grâce à une espèce d'ambition dévorante, il va réussir à écraser tout le monde, il va petit à petit finalement même aussi arriver à s'éloigner de sa femme qui va mourir dramatiquement à cause de ce John Milton, Al Pacino, et nous arrivons donc à la scène finale dont je vais montrer juste un petit passage, voir un petit peu à la fois la révolte de Kevin Lomax contre Milton qui manifestement a tué sa femme, et nous allons voir comment lui-même va réussir à le manipuler. Donc, l'associé du diable. Vous êtes quoi? Oh, on me donne tant de noms différents. Satan. Non. Appelle-moi papa. Marianne avait compris. Marianne, c'est sa mère. Elle le savait. Elle le savait, alors vous l'avez détruite. C'est moi que tu accuses pour Marianne. Oh, là, j'espère que tu plaisantes. Marianne, tu aurais pu la sauver n'importe quand. Tout ce qu'elle voulait, c'était que tu l'aimes. Non, mais c'est sa femme. T'avais mieux à faire. Non, c'est pas vrai. Marianne, à New York, ouvre les yeux. Tu as commencé à regarder ailleurs à l'instant même où tu es arrivé. C'est pas vrai. Vous ne savez rien de nous. Vous ne savez pas ce qu'il y avait entre nous. Je te reproche rien. Vous n'êtes qu'un menteur. Oh, hé Kevin, tu vas rien trouver de mieux ailleurs. Ne sois pas idiot à ce point-là. Arrête de te mentir à toi-même. Je t'ai dit de t'occuper de ta femme. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tout le monde comprendra que tu t'arrêtes. Je l'ai pas dit, ça? Tu m'as répondu quoi? Vous savez ce dont j'ai peur, John. J'abandonne l'affaire, elle se rétablit, et je lui en veux à mort. Tu te souviens pas? Je sais ce que vous avez fait. Vous m'avez tendu un piège. Qui t'a dit de faire les pieds et les mains pour Monsieur Gettys? Qui a fait ce choix? Je l'ai fait parce que vous l'avez provoqué, vous m'avez tendu un piège. Et Moïse, ce que t'as fait, fallait oser. Le pape, les brahmanes, les charmeurs de serpents, tous bouffons au même râtelier. Qui a eu cette idée? Vous avez joué avec moi. C'était un test, votre test. Et Cullen, sachant qu'il était coupable, après avoir vu ses photos, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles cette salope de menteuse à la barre. Vous m'avez fait venir, vous l'avez mis là, vous l'avez fait mentir. Je n'ai pas fait ça, Kevin. Ce jour-là, dans le métro, qu'est-ce que je t'ai dit d'autre? Tu te souviens de ce que je t'ai dit exactement? C'est peut-être bien ce procès-là que tu dois perdre. Tu n'étais pas d'accord. Perdre? Je ne perds pas, moi. Je gagne. Je gagne. Je suis avocat. C'est mon boulot. C'est mon métier. C'est ça que je fais. Fin de ma plaidoirie. La vanité, c'est décidément mon péché préféré. C'est tellement fondamental. Le narcissisme, c'est notre propre opium. Tu sais, ce n'est pas que tu ne t'intéressais plus à Marianne, Kevin. Seulement, tu t'intéressais encore plus à quelqu'un d'autre. Toi-même. C'est vrai. Tout est de ma faute. Je l'ai abandonné. Non, ne sois pas trop sévère envers toi-même, Kevin. Tu avais autre chose à penser, crois-moi. Je l'ai laissé derrière moi, j'ai continué ma route. Tu ne peux pas continuer à te punir comme ça, Kevin. Est-ce que tu te rends compte où tu en es arrivé par toi-même? Remarquable. Il faudrait continuer, on n'a pas le temps.
Remarquable, hein, donc de voir. Donc bien sûr, vous avez compris. Hein, donc c'est vraiment la figure du démon, hein, par rapport. Et lui qui est donc son fils, hein, dont il espère qu'il devienne l'antichrist. Et là, on a vraiment une bonne illustration de ce que c'est que le victimaire. Hein. Donc, il a commis un certain nombre d'actes qui ont conduit jusqu'à la mort de sa femme, Marianne. Donc, il a commis ces actes. Et comme il ne peut pas assumer, c'est insupportable de penser qu'il est coupable de la mort de celle qu'il aime, qu'est-ce qu'il fait? Il joue au victimaire. C'est-à-dire qu'en effet, il accuse l'autre. Et c'est tout à fait étonnant, hein, le démon qui est a priori le prince du mensonge en Jean 8, hein, lui-même va opposer à chacun de ses arguments un contre-argument tiré de ses propres paroles. Donc il le met face à son péché. Non, non, c'est toi qui as commis ces fautes, c'est toi. Et à la fin, il a cette parole extraordinaire qu'on voit d'ailleurs citée à la toute fin du film. Je ne vous raconte pas la fin du film, hein, qui est tout à fait intéressante, aussi avec un twist tout à fait passionnant. Hein. Vanity is definitively my favorite sin. Hein, c'est décidément mon péché préféré, la vanité. Tellement bien vu. Hein. Une personne qui avait travaillé avec 11 exorcismes disait en effet... Le péché par excellence du démon, c'est vraiment l'orgueil. Celui vers lequel il veut pousser, c'est l'orgueil. Hein. Ce qui est décidément fondamental, basic en anglais, hein, c'est self-love, narcissisme. C'est notre propre opium, all natural opiate. Donc c'est tout à fait passionnant. Alors donc, d'un côté, il pointe bien cette espèce d'ego démesuré de Kevin Lomax, hein, joué par Keanu Reeves, et vous avez marqué aussitôt après qu'en effet, il est face à l'évidence. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à l'excuser. Donc d'un côté, il nomme bien, en effet, il est responsable, et après ça, il va annuler sa responsabilité. Et donc ça c'est nous les prêtres, on le sait bien quand on confesse. Il y a vraiment ce que disait saint Thomas d'Aquin. Il y a deux sortes de péchés. Hein. Il y a les péchés par faiblesse, voilà, et il y a le péché par malice. Pas le péché par faiblesse, je suis sous la loi, je marque en effet, ben oui, je transgresse, ben oui, c'est pas terrible en effet. Et le péché par malice, c'est le moment où la loi devient tellement insupportable que je me mets au-dessus de la loi et que je veux changer la loi. Ras-le-bol de ce que dit l'Église sur la sexualité, franchement. Est-ce qu'on ne devrait pas changer les choses? Et c'est ce que fait le démon. Hein, il fait passer du péché de faiblesse, en effet, au péché de malice en s'arrangeant pour que lui-même, en effet, au bout d'un moment, annule sa culpabilité. Donc ça, c'est une première figure, en effet, hein, et donc lui-même va rentrer dans ce jeu victime-victimaire. Mais il y a intéressant une autre figure de la victime, c'est la vraie victime innocente. Ça, c'est rarissime d'avoir des vraies victimes innocentes qui adoptent cette attitude-là. Et on l'a notamment dans un film remarquable que je vous conseille, c'est un vieux film, Johnny Guitar, de Nicholas Ray, c'est un grand western américain, des plus grands, hein, considéré comme une des figures les plus représentatives. Pour moi, c'est l'illustration par excellence de tout ce que nous dit René Girard sur le bouc émissaire. En l'occurrence, on a une propriétaire en Arizona, Vienna, qui est jouée par John Crawford, hein, très incendiaire, très lumineuse aussi, hein, qui est propriétaire d'une maison de jeu qui est située sur le trajet d'un futur chemin de fer et qui espère que ça amènera de nouveaux clients. Et ça va susciter de la jalousie de la part des personnes qui sont là, notamment d'une femme, Emma Small, hein, qui estime que l'arrivée des colons par le train, c'est la fin du règne des éleveurs du pays. Donc, petit à petit, la haine va monter contre elle et elle va servir de bouc émissaire. Donc, c'est elle qui va être la responsable, alors que c'est le chemin de fer qui arrive. En plus, c'est tout à fait légitime. Et donc, elle va être accusée par tous. Et donc, on va faire typiquement avoir affaire à un processus, en effet, de tête de Turc. Et voyons comment est-ce que Vienna réagit lorsque tout le monde va venir l'accuser. Superbe scène, très symbolique. Regardez même jusque dans l'habillement. Johnny Guitar, donc. Et donc, voilà, la jalouse accusatrice. Il cherche le corps d'un homme.
venons chercher le kid et sa bande. Vous l'avez déjà dit hier. Nous venons aussi pour vous, Vienna. Pour moi, je n'ai rien à voir avec le vol de la banque. Vous le savez tous. Je n'ai nullement besoin de piller les banques. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre l'achèvement du chemin de fer et rangement du piano. Et j'en ai bien l'intention. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à la banque ce matin? Vous souvenez-vous que McIvers m'a donné pour fermer un délai de 24 heures? J'ai retiré de mon compte tout mon argent, payé mes employés et fermé le saloon. Vous ne pourrez ni boire ni jouer. Je suis ici chez moi, dans ma maison, pensant à mes affaires, jouant sur mon propre piano. Je crois qu'il n'y a pas là de quoi fouetter un chat. Alors, êtes-vous satisfait de vos recherches? Non! Je ne suis pas satisfaite. S'ils ne sont pas ici, elle sait où ils sont. Ordonnez-lui de vous le dire, Marshall. Comment voulez-vous qu'elle le sache? Elle et le Kid ont souvent passé ensemble des heures entières. Il ne restait pas toujours ici. Il est sûrement chez lui. Elle doit savoir comment s'y rendre. Allez, demandez-lui. Eh bien, Vienna. Je regrette, je ne puis vous aider. Dites plutôt que vous ne voulez pas. J'ai dit je ne puis vous aider. Est-ce que vous êtes avec lui ou bien avec nous? Je ne suis ni avec lui, ni avec vous. Vienna, vous n'avez pas le droit de rester neutre. Il ne s'agit pas que d'Emma et McIvers. Ces hommes en ont assez. Indiquez-nous l'endroit où ils se cachent et vous vous éviterez de graves ennuis. J'ai déjà répondu, Marshall. 2 fois. Je ne puis accepter cette réponse. Qu'ai-je à faire avec vous autres et que puis-je attendre de votre part? Et qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Avec vos visages pleins de haine. Que venez-vous faire chez moi? J'étais sûre que vous viendriez. Mais pourquoi? Je n'ai encore jamais attaqué de diligence. Je n'ai jamais pillé de banque. Mais vous êtes de nouveau ici. Je n'y suis pour rien et vous savez que je suis innocente. Et vous attendez, dans vos habits de deuil, comme des vautours. Vous attendez un autre cadavre. Vous êtes des monstres de misérables hypocrites. Bon, superbe colère, hein, extraordinaire. Bien sûr que c'est très symbolique que cet habit blanc, par rapport à tous ces hommes en noir, ça va de soi. Mais imaginez que vous ayez tout le monde contre vous. Combien il est difficile de tenir dans cette innocence clairement affirmée et clairement argumentée sans intérioriser l'accusation des autres. C'est-à-dire que là, nous avons affaire à un vrai bouc émissaire, mais qui ne devient pas complice de la violence collective. C'est rarissime, rarissime. Donc, c'est pour ça que c'est un film extraordinaire, parce que on voit absolument la totalité du mécanisme victimaire dont on parlait, qui est la gestion habituelle de la violence. La gestion habituelle de la violence, c'est quoi? C'est de l'externaliser, c'est d'estimer que c'est l'autre qui est un méchant, et on va choisir une personne, ça c'est ça le mécanisme qu'a tellement bien montré Girard, qui soit à la fois participant de la communauté, pour que le mécanisme soit efficace, et aussi un petit peu en dehors de la communauté pour que son éviction ne détruise pas le collectif. Donc on choisit cette personne-là, donc à la fois dedans et dehors, et on va la tuer réellement, mais aussi symboliquement, pour que le mal soit réglé, au moins temporairement, en étant porté par une personne. Et non pas que chacun se remette en question, ce qui est la vraie solution au mal, ce que nous rappelait Chantal tout à l'heure, qui est le fait que justement la distinction entre le bien et le mal sépare chacun des cœurs. Et elle ne rentre pas dans son jeu, c'est pour ça que ce film-là montre de façon extraordinaire, et de fait, sa posture elle-même sera salvatrice. Alors, passons, parce que le temps file, donc venons-en maintenant aux figures du bien. Et alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, je dis qu'on peut distinguer celui qui lutte contre le mal, qui est le justicier, deuxièmement, celui qui accomplit le bien. Alors, juste un petit mot sur celui qui lutte contre le mal. Je ne vais pas pouvoir vous l'illustrer par un extrait, je vais juste dire un petit mot. Le grand point, le point important, c'est de distinguer entre le juste juge et le justicier, c'est-à-dire le vengeur. Comme le vengeur est une figure extrêmement fréquente
est une figure très dramatique et très valorisée par les films. Il est bon de le dénoncer. L'extrait que j'aurais voulu vous montrer, c'est un film très dur mais remarquable. C'est 8 mm de Joel Schumacher avec Nicolas Cage. Je répète, c'est pas pour les âmes sensibles, hein, mais remarquable, qui juste, c'est un des très rares films qui montre que le justicier ou le vengeur, finalement, passe du côté des brigands. Tous les films de Ripoux, finalement, qui montrent bien qu'il y a une fascination mutuelle entre le policier et le voleur, hein, ou le criminel. Et donc ce film montre bien que... Et qu'est-ce qui est en effet toxique et moralement désordonné? Bien évidemment, le justicier, comme le juste juge, réagit à un préjudice. Ça, c'est le premier élément. Donc, dans ce sens-là, il y a vraiment un mal qui a été commis. Par contre, il y a 3 autres conditions. Donc, première condition, qu'un mal ait été commis. Mais pour que l'acte soit juste, il faut, premièrement, que mon intention soit de rendre la justice et non pas de me venger. Deuxièmement, que les moyens que j'utilise soient proportionnés. Et troisièmement, où est-ce que je l'ai mis? Je suis en train de m'échapper, le troisième point. Et le troisième point, qu'est-ce que c'est? Ça me reviendra, ou si vous me poserez des questions, je vous le dirai. Donc, or, tous ces points-là manquent dans les différents films, notamment de vengeance. Oui, et que troisièmement, je sois l'autorité légitimement désignée. Un justicier n'est pas désigné. Hein. Et ça manque dans tous les films de vengeance. Et ça, on ne le nomme pas assez. Et ce qui est intéressant dans le film 8 mm, c'est qu'on voit combien la personne va être détruite par ce qu'elle fait. Parce que justement, ce n'est pas une véritable justice. Deuxième point, oui, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a un tel succès des séries policières et tout ce qui est adjoint aux séries policières, sur les films d'avocats, ou même la série télévisée remarquable Engrenage, qui montre bien tous les rouages de la justice. Cela traduit chez le spectateur un grand besoin de justice, de vérité, et que le bien triomphe. Parce que c'est étonnant, il n'y a pas plus répétitif que ces scénarios. Et je pense que s'il y a une telle soif, une telle demande, c'est que ça correspond à un besoin très profond de l'homme. Alors, je voudrais passer... Oui, je suis en train de passer en revue rapidement. Donc, je voudrais passer à 2 derniers extraits de films pour vous montrer 2 manières de combattre le mal, hein, au cinéma, parce que c'est intéressant de voir que le cinéma ne fait pas que montrer le mal, même si je vous avouerai, je vais être un petit peu polémique, je m'interroge beaucoup sur, comment dirais-je, sur le sens éthique des dernières palmes d'or de Cannes. Hein. Alors, bon, s'il y a besoin, on en parlera. Je vois bien que ça retentit, mais c'est extrêmement prenant. Et je vais plus loin. Un bon film, c'est pas seulement un bon méchant. Un bon film devrait ultimement toujours épouser les 3 temps de l'histoire sainte. C'est-à-dire, premièrement, montrer la création, c'est-à-dire montrer la bonté de l'homme. Deuxièmement, parce qu'on ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments, on ne fait pas du bon cinéma non plus avec des bons sentiments, montrer la décréation, donc ne pas hésiter à montrer le mal, ce que faisait un Bernardo dont on parlait tout à l'heure. Mais un film n'est véritablement humanisant, ça je réponds à ma dernière objection, que s'il donne au minimum une espérance de salut. Ce que je n'observe pas dans tous les films. Et ça, c'est profond. On voit très bien chez les enfants. Les enfants, c'est insupportable quand le méchant n'est pas puni, ou au moins que le mal n'est pas désigné. Et ça, c'est un lieu véritablement philosophico-théologique, le scandale chez les enfants de voir un film où le mal n'est pas nommé, le méchant n'est pas puni. Alors, on va montrer 2 figures. Pour terminer, une première, où en effet, donc, pour montrer que le cinéma aussi actuel cherche une certaine rédemption, c'est une figure une des plus importantes de la rédemption, qui est la substitution. Et pour ça, je vais vous l'illustrer par le film que je citais tout à l'heure, qui est le Dark Knight, donc le Chevalier Noir, le 2e de la trilogie Nolan, remarquable, où il y a le pire méchant que je connaisse de toute l'histoire du cinéma, donc le Joker. Mais là, on ne va pas voir le Joker. Le Joker a réussi. Il a fait que la figure la plus emblématique de Gotham City ait été pervertie. Il a tué de manière dramatique sa femme. Et celui qu'on appelle le Chevalier Blanc
va en effet devenir un homme double face. Et cet homme double face lui-même va finalement devenir comme le Joker. Donc la question qui se pose, si même le meilleur homme de Gotham City a succombé à la tentation du Joker, est-ce que finalement tout n'est pas perdu? C'est la question qui est posée. Et c'est la question qui est posée à la fin. Donc lui-même, le Chevalier Blanc, vient de mourir. Quelle espérance y a-t-il pour Gotham City? Et nous allons voir en effet le dialogue qu'il va y avoir entre le Batman et le policier intègre de la ville Gotham. Où est-ce que c'est? Dark Knight. Oui, c'est 37. Et donc, écoutez bien ce dialogue jusqu'au bout. Le Joker a gagné. Les investigations de Harvey, tout son combat, réduit à néant. L'occasion que vous nous aviez donnée de nettoyer cette ville est morte avec la réputation de Harvey. On avait tout misé sur lui. Le Joker a choisi le meilleur d'entre nous et l'a démoli. Les citoyens vont perdre tout espoir. Empêchons ça. Ce qu'il a fait doit rester secret. 5 meurtres, dont 2 de mes hommes, ça ne s'étouffe pas, ça. Non. Non. Mais le Joker ne doit pas gagner. Gotham a besoin d'un vrai héros. Non. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Je suis tout indiqué, car je ne suis pas un héros, contrairement à Dent. Je serai l'auteur des 5 meurtres. Voilà ce que je dois être. Non, ce n'est pas vous, c'est un juge. Je serai tel que Gotham a besoin de me voir. Donnez l'alerte. Un héros. Pas celui que nous méritions, mais celui qu'il nous fallait. Rien moins qu'un chevalier de lumière. Ils te traqueront. C'est vous qui me traquerez. Vous me condamnerez. Vous m'enverrez vos chiens. Parce que c'est une nécessité. Parce qu'il arrive que la vérité ne suffise pas. Il arrive que les citoyens méritent mieux. Les citoyens méritent parfois qu'on récompense leur loyauté. Pourquoi elle s'enfuit? Parce qu'on doit lui courir après. Allez, on donne l'assaut! En avant! Allez! Il n'a rien fait de mal. Parce qu'il est le héros que Gotham mérite. Mais pas encore celui qu'il faut à ses citoyens. Alors on va le traquer. Car il est capable de l'endurer. Parce que ce n'est pas un héros. C'est un ange gardien silencieux. Un protecteur vigilant. Un chevalier noir. Assez étonnant, hein? Assez étonnant que Nolan, donc je vous disais le moraliste d'Hollywood, ait compris que la solution au mal, ce n'est pas de tuer le méchant, parce que si on dit qu'on tue le méchant, soi-même on s'innocente, mais plus que cela. Plus que cela. Si on fait cela, on ne rentre pas dans le cœur même de la rédemption. Vous avez entendu cette parole étonnante, soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Et la parole d'après, il est capable de l'endurer. Vous avez vu, donc ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qui va y arriver là? Il va se substituer au mal, et donc il va devenir lui-même le mal. On entend la parole de 2 Corinthiens 5, 21. Il s'est fait pécher pour nous.
très étonnant. C'est la figure de substitution qui est la plus importante parmi les figures de rédemption, qui est épousée même par donc, c'est combien? 2 minutes, d'accord. Donc, vous avez bien vu. Donc là, de manière étonnante, donc le mystère même donc de la rédemption est en quelque sorte frôlé par cette figure donc du Dark Knight. Et je termine donc par un dernier extrait qui va être un peu moins sombre, mais tout par certains côtés plus profond, qui est donc la Strada dont je vous parlais. Hein. Donc dans la Strada, hein, vous avez donc ces deux personnages, hein, cette personnalité profondément destructrice qu'est Zampano, qui va donc prendre cette jeune fille, hein, simple d'esprit et généreuse, Gelsomina. Et Gelsomina, de façon tout à fait étonnante, va en quelque sorte comme tomber, donc elle va accepter d'être prise par cet homme dans tous les sens du terme, et va même l'aimer. C'était le sens du regard que l'on a vu tout à l'heure, de ce regard d'amour. Attention, c'est un regard d'amour qui ne nie absolument pas la vérité de la violence. Hein. Les dialogues du film le montrent de manière extrêmement claire. Elle va nommer, lorsqu'il va commettre un meurtre, elle va nommer le meurtre qu'il fait. Elle va donc être extrêmement claire par rapport. Donc il n'y a aucune espèce de, là, en l'occurrence, de syndrome de Stockholm, ce qu'on peut remarquer chez certaines victimes, pas du tout chez elle. Mais par contre, elle comprend que cet homme est infiniment seul et qu'il a besoin de sa présence. Et donc, on va observer une scène, la deuxième, je la décrirai simplement. On va voir ce qui se passe chez Gelsomina par rapport à Zampano. Comment tu t'appelles déjà? Pardon, c'est ça qu'on a déjà vu, pardon. Non, c'est la deuxième, donc oui. En effet. Zampano! Vous volez les sœurs. Il y a des trucs en argent là. J'arrive pas à les attraper, j'ai les mains trop grosses. Et c'est toi. Allez. Viens. Non, non, non. Non, je veux pas. Regardez-moi ça. Non. Non. Non, ne faites pas ça. Tais-toi, idiote. La route n'est pas aussi bonne, mais c'est plus court. Merci. Que Dieu vous protège. Merci. Et bon voyage. Merci. Merci beaucoup. Gelsomina. Attendez. Qu'y a-t-il? Rien. Vous voulez rester avec nous? Je demanderai à la mère supérieure. Tiens. Range ça. Tous mes remerciements pour votre hospitalité et votre bon cœur. Tous les remerciements d'un humble artiste. Pousse. Voilà. Là encore, quelques scènes, qu'est-ce que c'est admirablement montré. Donc, vous voyez d'un côté le mal, comme dit Jean VIII, hein, à la fois c'est à la fois un meurtrier et un menteur que ce Zampano, donc c'est vraiment une figure du mal terrifiante. Et on voit chez Gelsomina, premièrement, le fait qu'elle n'est pas dupe, elle le sait très bien, pour ça qu'elle pleure, donc elle sait très bien que c'est un homme méchant, hein, mais elle voit en lui beaucoup plus que son mal. Deuxièmement, elle a le choix de rester avec les sœurs ou de ne pas rester. Donc elle choisit véritablement de vivre pour lui, pour le sauver. Et vous avez vu, admirable geste,
hein, par lequel elle se met en croix. Et c'est bien sûr, ça se met quand elle va tirer le chariot, et c'est en résonance avec la très belle figure du Christ aussi que l'on voit juste avant. Il y a donc une identification implicite, et si vous connaissez la fin du film, vous voyez à quel point elle va donner véritablement sa vie pour lui. Donc le film, je termine avec ça, donc le cinéma montre à la fois les différentes figures du mal, mais aussi le vrai cinéma, même non confessant, peut montrer qu'il y a une véritable issue au mal. Merci de votre attention. Bravo.